ils sont pas cons les loups, ils voient bien qu'ils sont indésirables, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas les flinguer, parce qu'un loup que tu flingues, il n'apprend rien. Alors qu'il y a des meutes qui vivent à côté d'endroits où il y a des moutons qui n'attaquent pas ces moutons parce qu'elles sont éduquées. Tu vois, c'est le grand discours de Jean-Michel Bertrand, ce mec qui fait ses films fabuleux là sur la vallée des loups. Si on sort de France et qu'on va par exemple en Indonésie, les gens dans certains endroits se sont rendus compte que beaucoup de poissons, je pense aux requins-baleines, rapportaient beaucoup plus vivants avec le tourisme que morts sur les étals en vendant leurs grands ailerons. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 5 des Vivantologues avec Marc Mortelmans. Nous nous rencontrons dans le cadre de la sortie de son premier livre pour en finir avec les idées fausses sur le monde vivant des éditions de l'Atelier, disponibles en librairie depuis le 19 avril. Et maintenant, place à l'action. Bonjour Marc. Salut Chloé. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode. Ouais, moi aussi. On va passer à la deuxième partie. Moi, mon dada, c'est les solutions à l'échelle citoyenne. J'ai envie d'agir à mon échelle et de donner des clés à chacun d'entre nous pour nous emparer de ces sujets. Tu dis, page 17, écouter, chercher, comprendre, apprendre, partager, ce sont les préludes de l'action. Une première solution serait donc de se renseigner. Il faut avouer que nous sommes des ignorants du vivant. Et pour l'illustrer, j'avais envie que tu nous parles du loup. La FNE, France Nature Environnement, et la LPO, Ligue de protection des oiseaux, font circuler actuellement une pétition pour ne surtout pas baisser le statut de protection du loup en Europe. Donc nous, humains du 21e siècle, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Peux-tu nous parler du loup ? Pourquoi doit-on signer massivement cette pétition ? Oui, c'est encore un bon exemple de tout ce qu'on vient de détailler dans cet épisode. Alors le loup, c'est vraiment, pour le coup, je sais pas comment dire, c'est vraiment une de mes spécialités. Je donne beaucoup de conférences là-dessus. Et j'ai fait une émission sur Mécanique du vivant sur France Culture. En résumé, la situation est comme beaucoup de choses. En fait, chacun des sujets qui sont abordés dans ce livre, je pense que tu en as l'intuition, pourrait faire l'objet d'une conf, d'un livre. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce que je fais est imparfait. C'est un résumé très superficiel, finalement, de chacun des sujets que j'essaye de faire le plus détaillé possible. Mais... Et le but, est-ce que c'est d'attiser cette curiosité dont tu parlais C'est exactement ça. C'est que chacun ait au moins une espèce d'idée générale un tout petit peu plus précise de chacun de ces sujets qui sont complexes. Pardon pour ce petit disclaimer. En ce qui concerne les loups, la situation, c'est quoi ? C'est que en Europe, à l'heure où on parle, là, début 2024, il y a à peu près il y a autour de 24 000 loups. En France, il y en a autour de 1100, peut-être un peu plus, on ne sait pas trop. Il y en a plus chez nos voisins. Il y en a plus de 3000 en Espagne, peut-être 3005. Il y en a 2005, sans doute plus, en Italie, d'où ils sont revenus en France en 1992. Et effectivement, en France, les loups posent problème. Le gouvernement, à l'heure où on parle, vient de se prononcer en faveur du déclassement du loup de la directive européenne qui protège les loups. Et c'est vrai que le loup est une espèce protégée. Tuer un loup aujourd'hui sans permission, c'est s'exposer à 150 000 € d'amende et à 2 ans de prison. Ou 3, je ne sais plus. Toujours est-il que voilà, donc c'est une espèce protégée. Et donc ils viennent de voter, Non, alors c'est toujours pas fait, mais tout va dans le sens. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi que notre gouvernement, s'est prononcé, je pense au ministère de l'Agriculture, Marc Fesneau, c'est vraiment du côté de ceux qui veulent réguler, c'est-à-dire abattre des loups, alors que les scientifiques démontrent que ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que, en 2 mots, si tu tues le mauvais loup d'une meute, tu peux éclater la meute et tu peux faire encore plus de dégâts que ce qu'il y avait avant. Donc, tu vois, la solution ne peut pas passer que par l'abattage. Il faut évidemment que les éleveurs, et il y en a beaucoup qui en sont déjà convaincus, prennent la peine de reconsidérer leurs pratiques et protègent leurs troupeaux. Il vaut mieux prévenir que guérir. À quoi ça sert un loup ? Les loups ? À quoi ça sert ? Alors ça, pour le coup, il y a un exemple célèbre dans l'histoire naturaliste, c'est le retour des loups au Yellowstone. On s'est rendu compte en réintroduisant une trentaine de loups au parc Yellowstone aux États-Unis, qui est le plus vieux parc naturel du monde. Bref, on s'est rendu compte que ça n'a amené que des bienfaits. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que les cervidés, et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui, les cervidés et tous les ongulés sauvages en général, en fait, abrutissaient ce qu'on appelle les ripisylves, c'est-à-dire les berges. Alors, je traduis cette phrase. En gros, qui mangeaient les petits bourgeons, les petites feuilles des berges arborées des rivières. Et donc, il y avait une cascade.
il y avait, si tu veux, un effet domino qui faisait que du coup, ça a vraiment flingué la plupart des espèces, ça a réduit les populations de toutes les espèces autour. Et il y a une chaîne vertueuse qui fait qu'en réintroduisant le loup, ça a permis le retour. Tu vois, ils ont dispersé en gros les hardes de cervidés qui ont moins abruti, qui ont moins brouté tous ces arbres, etc. Donc les arbres ont plus poussé. Donc du coup, il y a eu plus de matières premières pour les castors qui sont gentiment revenus. Les castors sont des énormes espèces ingénieurs des milieux. Donc du coup, grâce aux castors, il y a plein d'autres espèces qui ont pu revenir. Je renvoie à l'émission pour ça ou au livre. Mais en résumé, on voit que dans un environnement sain, sauvage, bien sûr que les loups, comme toutes les espèces du vivant, ont une place importante. Dans nos univers, je pense à la France, qui sont complètement anthropisés, ça laisse peu de place aux fameux vivants sauvages, dont par ailleurs il reste que 5%, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, il faut reconnaître qu'effectivement, les loups tuent 12 000 brebis chaque année en France. C'est un vrai problème et il ne faut pas le nier. Donc bien sûr qu'il faut aider les agriculteurs. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table d'ailleurs pour ça. Chaque brebis tuée est indemnisée, mais malgré ça, ça leur pose des problèmes que chacun peut comprendre. Et ce que tu disais aussi dans tes interviews, c'est que malgré l'augmentation de la population des loups, parce que dernièrement elle augmente, c'est une bonne chose, le nombre de brebis tuées reste le même. Il n'y a pas c'est ça, hein. C'est pas corrélé, c'est pas le nombre de loups qui... C'est-à-dire que depuis 2016, la population de loups a quasiment doublé en France. Dans le même temps, le nombre de brebis tuées n'a pas significativement augmenté. Il a un peu augmenté, mais il reste autour de 12 000, ça dépend des années. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les loups, ils ont surtout colonisé pour l'instant l'arc alpin. Et ce qu'on observe, et c'est ça la quintessence du message que j'essaye de faire passer, c'est que là où les loups ont recolonisé les territoires, ils se régulent entre eux. C'est la ressource, ça c'est une des grandes lois du vivant, c'est la ressource qui limite la population de leurs prédateurs. C'est ce qui se passe dans les Alpes. Il n'y a quasiment pas d'augmentation de population dans les territoires où les loups sont présents. Bien sûr, les populations augmentent en France, tout simplement parce qu'il y a encore plein de territoires où le loup n'est pas présent. Et il est là le problème. Et il va falloir prévenir l'arrivée du loup dans tous ces nouveaux territoires, bien sûr. Et tu expliques... Et pas qu'en les flinguant. Ouais. Tu expliques qu'il existe en plus des solutions de protection et qui font leurs preuves, Alors, il faut pas être angélique. Si on parlait avec des éleveurs, ils te diraient que le centre de toutes ces mesures, c'est le CPT, c'est le chien de protection de troupeau. Donc, tu vois, c'est vrai, vu qu'il n'y a plus de grands prédateurs en France, ça fait longtemps que tous les éleveurs, ils s'en foutent de protéger leurs troupeaux, vu qu'il n'y a plus de grands prédateurs en France. Maintenant qu'on a des ours, on a quelques ours, quelques lynx et un peu de loups, là, effectivement, il y a un problème. Donc, en tout cas, sur les estives, tu sais, en montagne, bien sûr que le chien de protection de troupeau aujourd'hui est devenu indispensable, mais ça fait pas tout. C'est la première protection la plus efficace, etc. Mais il y a d'autres façons de protéger son troupeau. On peut mettre des enclos provisoires pour regrouper les moutons la nuit, toujours pareil avec les chiens de protection. Et puis il peut y avoir des aides-bergers qui surveillent ces troupeaux, qui puissent intervenir si jamais il y a un loup qui se pointe. Tout ça, c'est cher, c'est du temps, c'est beaucoup de choses. Mais en gros, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, clairement, c'est comme pour beaucoup d'autres sujets. Enfin, tu vois, il y a une espèce de guerre entre gens irréconciliables en France, entre des gens comme moi qui sont naturalistes et qui veulent faire valoir les droits du vivant tout simplement, et des gens qui ne veulent faire valoir que leurs propres droits, et qu'on peut respecter quand même, hein, bien sûr, et qu'on a tous. Si on était berger, peut-être que je ne parlerais pas comme ça, mais qui veulent pouvoir gagner leur vie, etc. Enfin, tu vois, regarde ce qui s'est passé avec l'agriculture en France, là, la dernière révolte, j'ai envie de dire, en date des agriculteurs. Enfin, tu vois, eux aussi, ils ont le cul entre deux chaises, finalement. Parce que la plupart d'entre eux voient ce qu'ils font. Ils voient qu'ils sont en train d'assassiner les sols. Ils voient qu'ils sont en train de tout pourrir avec les pesticides. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont pris à la gorge par un modèle économique qu'il va falloir, un jour ou l'autre, avoir le courage de revoir. Eh bien, l'élevage, c'est pareil. Tu vois, en gros, ça serait mentir que de faire croire qu'il y a des solutions 100% efficaces contre les loups. Il y a malheureusement des zones où il n'y a rien de 100% efficace. Donc, enfin, tu vois, mais la solution par rapport à ça, c'est quoi ? C'est continuer à s'insulter et à se taper dessus, ou à essayer pour le coup, d'être un peu sérieux et de faire un vrai Grenelle de tous ces sujets. Et là, pour le coup, on a tout à revoir, tu vois. Mais effectivement, c'est pas des petites mesurettes, un petit saupoudrage qui vont nous aider à revoir tous ces sujets qui sont essentiels pour demain. Ouais. En ayant en tête aussi, je pense que quand on enlève un maillon de cette grande chaîne, forcément ça déséquilibre un milieu. Et donc éradiquer une espèce, c'est jamais, je pense, la solution. Et en effet, se regrouper. Tu viens de parler de retirer un maillon. Il se trouve que les loups, dans leur domaine, ce sont des prédateurs apicaux. C'est-à-dire ce sont des prédateurs apex, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de chaîne. Là, aujourd'hui,
en bout des chaînes, on n'a que les cervidés, que les ongulés. Tu vois, c'est eux qui sont au top. Et malheureusement, ils prolifèrent. On a trop de chevreuils, ça dépend des endroits, mais et surtout, on a trop de sangliers qui font tous ces dégâts, etc. Et donc, tu vois, rien que pour ça, il ne serait pas complètement inutile de refaire une place aux lynx qui mangent des chevreuils en France, enfin en Europe, et aux loups ce que j'ai pas dit, c'est qu'à quasiment 80%, tous les loups de France mangent des proies sauvages. Des chevreuils, des chamois, d'autres ongulés, même des sangliers. Le problème, c'est qu'ils mangent 16% de proies domestiques, dont les moutons, les chèvres et d'autres proies domestiques. Et oui, pas touche, vu que c'est l'humain, tu vois, mais c'est fou parce qu'ils sont déjà, je trouve, assez d'instinct. Ils sont pas cons, les loups. Ils voient bien qu'ils sont indésirables, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas les flinguer, parce qu'un loup que tu flingues, il n'apprend rien. Alors qu'il y a des meutes qui vivent à côté d'endroits où il y a des moutons qui n'attaquent pas ces moutons parce qu'elles sont éduquées. Tu vois, c'est le grand discours de Jean-Michel Bertrand, ce mec qui fait ces films fabuleux là, sur la vallée des loups, et là qui vient de sortir Vivre avec les loups, qui parle justement de ces problèmes. Trop bien. Et aussi, on apprend, c'est la personne que tu interviewais qui disait, dans certains pays, on est fier d'avoir des loups, des ours, c'est même écrit dans les parcs nationaux, c'est mis en valeur. Et nous, en France, on n'a pas trop cette culture de promouvoir ces espèces qui sont si importantes. Ouais, c'est ce qu'on voit dans plein de beaux documentaires. En Italie ou en Espagne, il y a des vallées qui sont dédiées et où je pense à l'ours et même le loup, où les naturalistes prennent de la joie, du bonheur à venir les observer. Et le modèle économique de ces vallées n'en est pas moins exceptionnel. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme beaucoup de choses. Et si on sort de France et qu'on va par exemple en Indonésie, les gens, à certains endroits, se sont rendus compte que beaucoup de poissons, je pense aux requins-baleines, rapportaient beaucoup plus vivants avec le tourisme que morts sur les étals en vendant leurs grands ailerons. Tu vois, et donc cette règle, c'est une espèce de règle qu'il va falloir repenser un peu à toutes les échelles, un peu partout. Et ça vaut déjà en Europe. C'est vrai qu'en France, il y a un débat qui est très douloureux, insoluble. C'est vrai que c'est pas simple, hein, tu vois. On peut dire que quelque chose est lamentable, mais on peut aussi reconnaître que c'est pas simple. Si j'étais berger, j'aurais un discours qui serait sans doute différent. Je connais beaucoup de bergers qui, néanmoins, respectent le fait que le loup, qu'il va falloir désormais vivre avec le loup, et surtout qu'ils le disent. Mais effectivement, en France, on a des pratiques, tu vois, les troupeaux de plus de 1000 têtes ou quoi, ça devient impensable, c'est impossible à protéger 1000 têtes de moutons. Ça aussi, il faut revoir, tu vois, tous ces troupeaux gigantesques là. C'est une aberration finalement, même quand tu veux laisser une place à l'élevage et tout ça. C'est ce que j'avais entendu, c'est que par exemple en Espagne, ça marche mieux cette cohabitation loup-mouton parce que ils ont cette production de fromage qui fait que du coup, ils ont des plus petits troupeaux parce qu'il faut faire de la traite presque tous les jours. Du coup, ça limite à 200-300 bêtes qu'on peut du coup parquer, qu'on peut surveiller, qui à taille humaine, et que du coup, il n'y a plus ces attaques parce qu'il y a ces protections. Alors est-ce que, bon voilà, c'est des pistes, mais pistes il est de fort réflexion. Il est fort à parier qu'il y a encore des attaques, mais ce que tu dis est très juste, et bien sûr. Et d'ailleurs, j'étendrai ce que tu viens de dire au fait qu'en France, sur les 390 000 fermes, bientôt 380 000 fermes qui restent, je crois que c'est 8 fois moins qu'après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, parmi ces 389 000 fermes, il n'y aurait que 12% de polyculture élevage. Tu vas dire que c'est encore un mot compliqué, mais c'est juste le nom des fermes à l'ancienne. Tu sais, où tu as des poules, des moutons, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Où tu as les bouses de ces animaux qui fertilisent un petit peu les prairies. Tu vois, des choses un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, tout ça, c'est 12% de l'agriculture française. Voilà. Je pense que c'est clair et net. Ouais, ça fera et partie. C'est pourtant le modèle vers lequel il faudrait qu'on revienne. Oui. Polyculture-élevage. Celui de nos ancêtres, tu sais, qui sont sortis de la préhistoire, là, les cueilleurs-chasseurs. Ouais, ça fera partie d'un des prochains épisodes des Vivantologues, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc on a parlé du loup, mais c'est la même chose pour les requins, les baleines, les renards, beaucoup d'autres mammifères, des oiseaux qui sont présumés coupables et qu'on ne peut pas se permettre d'éradiquer. Ça serait dangereux pour nous aussi humains. Pour en savoir plus sur tous vivants, vous pouvez lire du coup évidemment le livre de Marc, écouter ses podcasts ou consulter le travail de nombreuses associations comme la LPO, Arthropologia, etc. Ça fera partie d'une de mes dernières questions, Marc. Toi, tu es un amoureux des mots, si j'ai bien compris. Tu as même créé un podcast en l'honneur des mots, Nomen. Je me disais qu'une des possibilités pour changer de regard sur ce vivant, ce serait de changer de vocabulaire sur ce vivant. Je te donne des exemples. Par exemple, dans ton interview par Pierre Chevel de Soif de Sens, tu dis qu'il faut considérer ce qui vit comme des colocataires.
Excuse-moi, ne perds pas ton fil, mais je dis qu'on peut concevoir ce qui vit autour de nous comme des colocataires. Je dis pas, je me méfie de il faut, yaka, faucon. Pardon. Tu fais bien. Oui, Chacun fait ce qu'il peut, ouais. ce qu'il veut. Mais... Oui, t'as raison. Non, mais mettons de la nuance, en effet. Merci. Quand on parle d'entretien des espaces verts, ça sous-entend de faire bien propre derrière les oreilles. Si on parle de soins des espaces verts, il y a déjà plus de douceur. Je me disais que maintenant, plutôt que parler de jardin, qui suppose un entretien, on pourrait dire qu'on achète une maison et notre réserve naturelle. Ça donne plus de place à la protection. Et enfin, un autre exemple que j'ai vu cette semaine dans mon numéro de Salamandre, ils ont toujours un mini-guide et ce mois-ci, ils parlaient des plantes adventices pour parler des plantes qu'on a longtemps considérées comme des mauvaises herbes. Mauvaises herbes, on arrache tout de suite. Plantes adventices, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire avec, on se renseigne. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que pour changer ce monde, il faut changer de vocabulaire ? Tu te souviens, tout à l'heure, on parlait d'humain et d'humanité qui a la même racine indo-européenne qu'humus. Je trouve ça absolument formidable. Moi, ce que je dis beaucoup dans mes conférences, tu vois, je fais souvent réfléchir sur la parenté qu'il y a entre écologie et économie. Ces deux mots qui ont la même racine, oikos en grec, et oikos, ça veut dire la maison. Eh bien, l'écologie, c'est la science qui étudie les règles de fonctionnement de la maison du vivant, et l'économie, c'est celle qui en détermine la valeur d'une certaine manière. Ces deux sœurs sont devenues ennemies aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ceux qui constatent le déclin du vivant toquent à la porte ou donnent des coups de coude à ceux qui sont en train de flinguer la planète pour gagner des thunes et remplir leur portefeuille. C'est évidemment une caricature ce que je dis. Et voilà, donc ces deux sœurs-là, ce sont deux sœurs, tu vois, ce sont deux mots qui sont des mots sœurs. Puis après, il y a plein de choses qui racontent tellement de choses. Tu vois, par exemple, les insectes et les invertébrés. Ça, j'aime bien raconter ça. Pour dire que c'est des mots qui sont définis en négatif. Alors, insectes, c'est ce qu'on peut couper. Tu sais que les insectes sont composés de 3 parties. Tête, thorax, abdomen, avec 6 pattes, avec des antennes. Bref, donc ça, c'est les insectes. Donc, tu vois, section, sectionner, c'est la même racine. Insecte, c'est ce qu'on peut couper en 3. Bon. Donc, insectes, invertébrés. C'est quand même fou d'avoir fait cette espèce de groupe animal fourre-tout avec tout ce qui n'a pas de vertèbres. Tu vois, c'est définir quelque chose en négatif. Moi, ce que j'écris dans le bouquin, et j'espère que ça fera sourire celles et ceux qui vont lire ça, c'est que comment vont nous définir les insectes ou les éventuels céphalopodes qui auront pris le relais de l'espèce humaine une fois qu'on aura réussi à flinguer toute la planète, qui viendront après nous. Est-ce qu'ils nous auront définis comme inanténés ? On n'a pas eu les antennes pour deviner ce qu'on allait faire. Comme inharmonieux, parce qu'on n'a pas réussi à vivre en harmonie avec ceux que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs du vivant, ou comme des insupportables, enfin bref, tu vois, beaucoup de choses. Donc tu vois, grâce à cette blague, on retombe dans cette espèce de travers de l'humain qui ne voit pas trop plus loin que le bout de son nez et qui voit tout à sa propre aune, à sa propre mesure, en fonction de ses propres besoins, de ses propres caprices. Et ouais, finalement, on retombe sur ce qu'on disait au début de ton intro. Trop bien. Je t'ai donné du coup mon idée pour ces actions citoyennes. Est-ce que toi, tu aurais une petite idée supplémentaire d'actions citoyennes très rapidement qu'on pourrait faire, mettre en place dans notre vie, qui pourrait faire une petite différence vis-à-vis de ce vivant ? Il y a beaucoup de jardins en France. J'ai pas encore réussi à trouver la superficie des jardins en France, mais je crois qu'il y a 60% des Français qui ont la chance d'avoir un jardin. Moi, j'ai pas la chance d'avoir un jardin. Mais mes parents en ont un, tu vois, et nul n'est prophète en son pays parce que mes parents, ils tondent tout leur jardin. Et ça, c'est dommage, parce qu'au maximum, il faudrait tondre juste les points de passage et laisser tout le reste enherbé, réensauvager ces jardins. Il y aurait beaucoup plus d'insectes, donc il y aurait beaucoup plus d'oiseaux. Il faudrait commencer à faire gaffe à son chat, tu vois, les gens qui prétendent aimer le vivant et qui ont un ou plusieurs chats. Et en faisant en sorte que le chat puisse être totalement libre de sortir quand il veut, notamment au crépuscule et au lever du soleil, les chats dézinguent tout le vivant qui est très actif au début et à la fin de la journée, tu vois. Alors que leur mettre des petites clochettes, c'est apparemment... Alors il y en a qui disent que du coup ils se prennent dans les branches et qu'ils peuvent s'étrangler. En fait, les chats, c'est une des idées du livre, les chats sont une des causes de disparition de ce que j'appelle la petite faune du quotidien. Ils tuent des orvets, des hérissons, des chauves-souris qui sont en net déclin en France. Ils tuent beaucoup d'oiseaux. Tu vois, ils tuent, je crois que c'est pas loin de 30% d'oiseaux, des mésanges, des rouges-gorges. Alors tu vois, c'est fou. Quand tu as des gens qui aiment le vivant, qui ont plein de chats et qui foutent des boules de graisse ou des graines pour attirer les oiseaux, tu vois, si tu attires les oiseaux pour que tes chats les mangent, on a un problème. Donc bref, laisser des parties enherbées, évidemment éviter les pesticides. Ils se rendront compte qu'au bout d'un certain temps, les jardins, ils retrouvent une harmonie, ils se régulent eux-mêmes, tout simplement.
Ouais, trop bien. Ça rejoint un peu l'interview que j'avais faite avec Hugues Moret. Où Ouais. il disait qu'en redonnant un quart de nos jardins à la nature, on double les surfaces naturelles protégées en France. Et tu disais tout à l'heure que je savais qu'un insecte était fait de 3 parties. Je le sais depuis quelques jours grâce à la série que vous avez créée justement en collaboration avec Hugues Moret. Sur les auxiliaires de culture. Sur les auxiliaires de culture. Merci beaucoup Marc. C'est ma question de la fin. Le podcast s'appelle Les Vivantologues. Je pose toujours la même question à la fin, à savoir qu'est-ce qui nous rend heureux sur cette planète. Mais je pense que j'ai une petite idée pour toi. Du coup, j'avais envie de détourner un peu cette question et te demander, peux-tu nous raconter un instant de ta vie, peut-être une rencontre avec le vivant qui t'a particulièrement rendu vivant, peut-être via tes plongées, tes expéditions en montagne. As-tu un moment comme ça ? Moi, j'aime bien une citation de Gandhi qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup auront du mal à le croire, mais mon kiff, ma raison de vivre, je pense que j'ai pas peur de le dire, hein, et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour créer tous ces podcasts bénévolement. Et là, je souffle enfin parce qu'au bout de 4 ans de quasiment de bénévolat, j'ai eu 2-3 aides par-ci par-là, mais rien qui casse 3 pattes à un canard. Là, il y a la fondation Iris qui nous a accordé une énorme subvention qui va me permettre enfin de gagner un tout petit peu d'argent en faisant cette sensibilisation. Donc je remercie Françoise Brinkmann de la fondation Iris. Je lui fais un énorme bisou, elle nous donne des ailes. Bref, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, c'est... Et même si je fais les choses et si je les dis et si je les écris très imparfaitement, c'est le moteur de ma vie aujourd'hui, de partager et de transmettre. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une équipe à Baleines sous Gravillon de jeunes qui vont prendre la relève. Et ça c'est la joie de ma vie. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ma vie en ce moment. Et pour finir sur ce que tu voulais, c'est-à-dire une de mes plus belles rencontres, je pense que ma plus belle rencontre, elle était aussi très fugace. Elle a duré une dizaine de secondes. Un jour, j'ai eu la chance d'apercevoir, je l'ai cherché depuis très longtemps, une maman baleine qui faisait une sieste à la surface de l'eau au large des côtes pacifiques du Costa Rica, où j'ai habité pendant 6 mois, où j'étais prof de plongée. Et tu vois, il y a plein de choses. Alors, au tout début, ça a commencé, en gros, il y avait une mini marée noire, il y avait une flaque d'huile autour de l'évent de cette baleine, parce que leur évent est tellement lubrifié, leur souffle est tellement puissant que s'il n'était pas lubrifié, elle saignerait tellement c'est fort. Hein. Donc bref, là, elle faisait la sieste. Donc tu vois, au repos, en gros, il y avait une flaque d'huile sur l'eau qui provenait de ce que je viens de te dire. Donc moi, je me suis... on a coupé le moteur du bateau longtemps avant, en avançant sur son air, qui est le terme consacré pour dire avec son élan, le bateau est venu se poser à 10 mètres de cette baleine. Je me suis mis à l'eau sans trop clapotis, sans trop faire l'idiot, juste en palme masque. C'était de retour d'une plongée qu'on est tombé sur cette baleine à bosse. Et voilà, et j'ai nagé jusqu'à cette baleine et je me suis retrouvé à 3 mètres d'elle. Et là, j'ai vu 3 choses. La première, c'est son œil, qui faisait la taille d'un ballon de volley, qui me regardait. Donc je te laisse imaginer ce face-à-face avec les yeux, pour le coup, les yeux dans l'œil d'une baleine, hein, parce qu'ils ont un œil de chaque côté de la tête. Donc moi, elle a vu les 2 miens, mais moi j'ai vu qu'un des siens. La deuxième chose que j'ai vue, c'est sa fameuse nageoire pectorale, sa palette natatoire, on devrait dire, qui faisait 3,5 mètres, 2 fois ma taille. Donc tu vois, une impression de petitesse et aussi d'harmonie. Tu vois, j'étais à 3 mètres, mais voilà, tous ceux qui ont vu des baleines, je pense, peuvent ressentir ce que je décris maintenant. Et la surprise du chef, pour le coup, derrière cette nageoire, il y avait un baleineau de 3-4 mètres, pareil, peut-être un peu plus, peut-être 4-5 mètres, qui avait l'air d'avoir, tu sais, forcément, mais je pense que c'est encore de l'anthropomorphisme, mais qui avait l'air d'être un peu intimidé par ma présence. C'est ce que j'ai ressenti. Puis voilà, je les ai dérangés et je le regrette. Et elles ont sondé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont reparties vers le fond. Elles ont disparu très tranquillement. Et un peu comme Paul Watson, lui aussi, il a vu un œil de baleine, mais dans des conditions beaucoup plus tragiques. Et c'est une baleine qui venait de se faire harponner. Je crois que c'était un cachalot même. Enfin bref, et Paul Watson raconte ça, et c'est son souvenir à lui. Le mien, il est un peu plus heureux, parce qu'il finit pas aussi mal. Paul Watson, c'est... C'est le fondateur de Sea Shepherd, oui, qui est passé dans Baleines sous Gravillon. Trop bien. Dans une de tes interviews, tu dis que les Français sont plutôt généreux, mais qui donnent toujours aux mêmes associations. Une des actions citoyennes assez accessibles à tout le monde, ce serait peut-être d'aider via des dons l'association Baleines sous Gravillon, par exemple, ou des associations peut-être plus locales qui œuvrent sur le terrain. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que tu nous conseilles? Oui, alors là tu me tends une perche. Tous ceux qui défendent le vivant méritent d'être aidés. Et effectivement, que ce soit la LPO, L214, Sea Shepherd,
ces grosses assos qui, bien sûr, que j'admire et que j'ai interviewé leurs représentants, je les connais très bien, et je les adore, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas faux de dire qu'ils bénéficient d'un pourcentage trop énorme de la générosité de celles et ceux qui nous écoutent. Et il y a plein de petites assos locales, des centres de soins à la faune sauvage qui crèvent dans leur misère. C'est aussi notre cas. Baleines sous Gravillon, oui, ça fait 4 ans qu'on existe. Là, on vient d'avoir enfin une grosse dotation et j'ai déjà remercié la Fondation Iris et Françoise Breckman qui nous donnent des ailes. Mais effectivement, pour le coup, je suis très triste. On reçoit très peu d'argent finalement. Pourtant on a Hello Asso, on a un compte aussi sur Tipeee. Les gens, s'ils n'ont pas de sous comme nous, ils pourraient installer un moteur de recherche qui s'appelle Lilo. Et chaque recherche génère des gouttes, et ces gouttes, à la fin, ça fait des petits sous pour nous. Mais en fait, on est aidé de manière vraiment dérisoire. On récolte, tu vois, après 4 ans d'existence et plus de 100 000 écoutes par mois, 2 millions d'écoutes en tout. Enfin, on n'arrête pas de me féliciter, de me dire que c'est utile et que c'est vachement bien et tout. Et pourtant, il faut bien entendre ce que je dis. Hein. Je me plains pas, je fais avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que, tu vois, même les avis, on a, je crois, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais malgré les millions là que je t'ai dit d'écoute et tout ça, on a très très peu de gens qui prennent moins de 2 minutes pour nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, alors que ça nous fait remonter, tu sais, dans les référencements. Et donc, on est plus spontanément proposé aux gens qui pourraient écouter des émissions sur le vivant, donc ça serait utile, tu vois. Et même ça, on a très très peu, vraiment, on a très très peu d'étoiles, très très peu d'avis. Et je t'avoue, je comprends pas. Ouais. Moi, je pense qu'on n'y pense pas. Et pour avoir passé de l'autre côté, maintenant j'ai un compte YouTube, je me rends compte à quel point c'est important. Et donc maintenant, à chaque fois que j'ai l'occasion, je mets un pouce, je mets un commentaire, vraiment systématiquement dès que j'aime quelque chose ou que j'ai un commentaire. Mais avant, c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas. Et c'est important, du coup, c'est chouette de le rappeler aujourd'hui. Donc allez-y dès que vous aimez ou dès que ça vous a évoqué quelque chose, n'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires. C'est hyper précieux pour nous. On vit dans une société où les gens sont habitués au gratuit. Et associe le fait que ce soit gratuit au fait que ça n'a pas de coût. Et effectivement, je comprends, hein, ils préfèrent donner à des gros trucs, L214 ou Sea Shepherd, et c'est très bien. Et Sea Shepherd et L214, ils sont pas partout. Ils sont pas là pour prendre soin des hérissons, que sais-je, des oiseaux, de tous ces animaux qui ont des problèmes de colocation avec nous et qui se retrouvent dans les centres de soins faune sauvage. Il y en a beaucoup en France, et je sais qu'ils crèvent dans la misère. Enfin, ils ont aucun budget, et tu vois, qui n'ont pas la surface médiatique de ces grosses assos, qui dans certains cas savent plus quoi faire des millions qu'elles engrangent. Tu vois, je pense à L214. Moi, je leur en veux un peu parce que je leur ai proposé qu'on fasse des choses ensemble. Je les ai interviewés au tout début que j'ai fondé Baleines sous Gravillon. J'ose le dire. Et quand je leur ai demandé un tout petit renvoi d'ascenseur, ne serait-ce que de communiquer sur ce que j'avais fait, ils ont même pas fait ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, tu vois. Et c'est vrai que je leur en veux un peu. Ils pourraient être un tout petit peu plus coopératifs. On a parlé de ça dans l'épisode, tu sais, avec la coopération versus la compétition. C'est le petit reproche que je fais, tu vois, à toutes les assos en France. Elles sont toutes comme ça. Hein. Et je suis ami, encore une fois, il faut faire la part des choses. Ils sont vraiment le nez dans le guidon de leur propre business, combat, ce que tu veux. Et c'est vrai qu'ils sont pas très partageurs, tu vois, que ce soit sur la com, que ce soit sur d'autres formes de coopération, ils sont pas très là-dedans. Et ça, c'est vraiment un virus qui est très français pour le coup. Alors que l'union fait la force. Alors que l'union fait la force. Tu sais, c'est une autre citation, tu me demandais des citations tout à l'heure. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ouais. Le message est passé et je pense qu'en effet, maintenant, il est urgent qu'on se serre les coudes entre tout cet écosystème qui défend le vivant. Donc, unissons nos forces. On le rappelle, ton livre est maintenant disponible en librairie depuis le 19 avril. Pour en finir avec les idées fausses sur le monde vivant, avec une superbe préface de Marc-André Sellos, spécialiste des sols. Coucou Marc-André, et merci. Qu'on a eu la chance de rencontrer sur le territoire du Beaujolais. Marc Mortelmans, comment on retrouve tout le reste de ton travail ? Écoute, c'est très simple. Alors, tu viens de dire que le bouquin, il est en librairie. En effet, sur France Culture, on peut m'écouter sur l'appli. En gros, les 5 podcasts que je fais, les 4 de Baleines sous Gravillon, plus Mécanique du vivant sur France Culture, tout est disponible sur toutes les applis d'écoute que sont Apple Podcast et Spotify. Rien que ces deux-là, c'est 75% de mes écoutes. Mais il y a aussi Deezer qui est un peu plus mal foutu. Donc, je recommande plutôt aux gens de nous écouter. Parce que c'est la grande nouveauté de la saison prochaine, en fait, sur Baleines sous Gravillon. C'est que je ne vais plus être seul. Il y a d'autres voix qui vont apparaître. Donc dispo sur toutes les applis d'écoute de France et de Navarre pour ce qui est des 5 podcasts. Je rappelle qu'on a un site,
baleinesousgravillon.com sur lequel il y a les plus beaux articles du monde qui arrivent en complément de tous les podcasts. Donc j'encourage tous les amoureux du vivant à aller jeter un œil sur ce qu'on fait sur notre site. Et puis ceux qui ont envie de donner un coup de main, j'ai déjà expliqué différentes manières de le faire, mais on est aussi preneur de stagiaires, de bénévoles, d'adhérents à l'asso Baleine sous Gravillon. Voilà. Merci beaucoup Marc Mortelmans. Merci à toi et rentre bien dans le Beaujolais, où j'espère avoir la chance de venir te voir un jour. Avec plaisir. L'épisode se termine, voici les idées d'action citoyenne que je retiens de cet épisode. Nourrir notre curiosité, signer des pétitions pour faire entendre nos voix, faire attention au vocabulaire que nous utilisons au quotidien et s'amuser à le changer pour changer notre perception du monde. La parole est créatrice, dit-on. Réensauvager les zones sans utilité de nos jardins, faire attention à la prédation de nos chats, soutenir les associations locales et les créateurs de contenu avec des mots d'amour et de l'argent quand c'est possible. Vous l'avez compris, c'est si important pour nous, merci beaucoup. Se serrer les coudes, remettre à la mode la coopération et l'entraide partout et autant que possible, en faire une véritable force. Pour finir, je repars avec ces mots. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je connaissais les mots de Simone Veil qui lui ressemblent beaucoup. Il restera de toi ce que tu as donné. Bien souvent, nous nous demandons ce que l'année 2024 présentement va nous apporter. Et si nous nous demandions aujourd'hui, que vais-je apporter de moi à 2024 ? Et vous, avec quoi repartez-vous ? Je vous souhaite une belle journée à vous tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'inspiration.